Et donc dans ce cas où MP plus est égal à MP moins, on voit que c'est le mécanisme en éventail qui gouverne. Euh, Maintenant, si je vais voir un petit peu plus loin, bien en réalité, on se rend compte que c'est vrai aussi, quelle que soit la valeur du rapport MP plus sur MP moins, on se rend compte qu'en fait que systématiquement c'est un mécanisme en éventail qui est le mécanisme prépondérant. Ils sont peut-être parfois un petit peu plus compliqués à calculer et on aurait peut-être tendance à passer sur un mécanisme en charnière, mais on voit que l'erreur qui est commise ici entre les deux est une erreur de l'ordre de 5%, voire même parfois un peu plus, 10% un peu plus loin ou encore un peu plus ici. Ok, voilà, c'est juste bon à savoir. Alors, une petite remarque pour terminer. On peut profiter de cet exemple pour montrer un piège dans lequel il convient de ne pas tomber. On pourrait tenter d'utiliser les mêmes schémas de rupture pour calculer la charge d'une ruine de la même dalle très longue, mais soumise à une charge uniformément répartie. D'accord? Donc, je vais essayer de faire la même chose ici. Et je vais travailler uniquement avec ce mécanisme qui est le mécanisme ici. Et je voudrais simplement donc calculer la charge de ruine de ce mécanisme-là quand la charge n'est plus concentrée, mais quand la charge est uniformément répartie. Ok, alors donc si on fait ça, je vais voir plus loin, si on fait ça, bien qu'est-ce qu'on va changer? On va changer la valeur du travail des forces extérieures. Le U reste inchangé, bien sûr, puisque la forme du mécanisme est inchangée. Il y a simplement le W qui change. Tout à l'heure, on avait simplement dit que W, c'était P fois delta 0 parce que c'était une charge concentrée. Bien maintenant, c'est plus une charge concentrée. C'est quelque chose qui s'apparente à une pyramide. Donc, surface de base de alpha fois L, multiplié par la hauteur delta, divisé par 3 fois P. Okay, donc, ça nous donne le travail des forces extérieures. En égalant U, qui est l'expression d'en haut à W, on peut obtenir la valeur de P étoile, de la charge de ruine qu'on aurait obtenue avec ces charnières. De nouveau, on a une expression qui dépend de alpha. Et qu'est-ce qu'on voit? Ben, on voit en fait que la valeur minimale de P étoile égale 0 si alpha est égal à l'infini. Ok, on peut dériver ça et dire que c'est égal à 0 uniquement si alpha est égal à l'infini. On le voit par exemple uniquement avec le premier terme, hein, 1 sur alpha carré, c'est une fonction qui décroît comme ceci, asymptotiquement vers 0, 1 sur alpha carré en fonction de alpha, et on voit bien que cette fonction-là, elle est minimum quand alpha tend vers l'infini. Ok, donc ça pourrait paraître un petit peu étonnant, mais ça veut dire quoi? Contrairement à ce que je disais tout à l'heure avec des solutions qui étaient un peu plus trapues, mais ça veut dire qu'en fait, ici, on a plutôt une solution qui aurait tendance à nous dire, ok, les lignes de rupture, elles correspondent à des lignes de rupture qui sont comme ceci. Et en fait, bah, ça doit nous mettre la puce à l'oreille. C'est pas logique d'avoir un alpha qui tend vers l'infini, hein. C'est comme tout à l'heure, je disais, il y a un x qui peut sortir du domaine de validité. Ça doit mettre la puce à l'oreille qu'il se passe quelque chose qui n'est plus valable dans ce cas-là. Bien, en fait, c'est simplement pour la simple et bonne raison que le mécanisme paramétré qu'on est en train d'utiliser ici a tendance à aller chercher un mécanisme à la rupture qui est beaucoup plus long. Et en fait, c'est parce que tout simplement, le mécanisme à la rupture d'une plaque qui est simplement appuyée sur ses deux bords est un mécanisme qui correspond à celui d'une poutre qui travaille transversalement, qui est soumise à une charge uniformément répartie, et pour laquelle le mécanisme à la ruine est simplement quelque chose de ceci. Donc vous imaginez cette poutre qui est extrudée maintenant dans la longueur de la plaque, et vous obtenez le vrai mécanisme de ruine de cette plaque infiniment longue, appuyée sur ses deux bords, et soumise à une charge uniformément répartie. Ok, voilà, tout ceci est expliqué avec un tout petit peu plus de détails dans le texte, et nous dit qu'en réalité, le vrai mécanisme à la ruine, c'est 12 MP sur L carré. On retrouve une formule qu'on avait mise en place et qu'on avait étudiée dans le cadre des poutres au cours d'analyse des structures 1. Et en fait, c'est le vrai mécanisme de poutre qu'on devrait avoir dans le cas d'une poutre infiniment longue. Voilà, donc ceci clôture à peu près l'essentiel de ce que je voulais vous expliquer. Les effets de coin sont des choses qui sont un petit peu moins faciles à mettre en œuvre. J'ai pas le temps vraiment de m'attarder là-dessus. Simplement pour vous dire que quand on a un coin, je vais parler de la figure qui se trouve ici, quand on a un coin qui est très pointu comme celui-là, vous avez vu avec M. Rigaud qu'il y avait des valeurs de réaction
qui empêchait les coins de se soulever dans une plaque qui est appuyée sur les quatre bords. Donc si le coin est appuyé, il y a vraiment très peu de chances que le faciès de rupture ressemble à la solution A ici. On aura plutôt la réaction verticale ici qui peut être importante, qui va réaliser ou créer un moment de flexion important autour de l'axe AA qui est là-bas, et qui pourrait faire en sorte qu'une ligne de rupture supplémentaire apparaît ici. Et donc, quand on est dans une zone de coin, bien généralement, on a des faciès à la rupture qui sont un petit peu plus compliqués et qui pourraient ressembler à ceci. Et donc, en soi, de nouveau, même chose que ce que j'expliquais tout à l'heure, cette partie-là, vous voyez, elle est appuyée sur deux côtés qui sont concurrents en ce point-là. Donc, c'est une zone qui ne va pas se déformer, elle ne va pas se déplacer, elle ne se déplace pas, elle reste fixe. Et le mécanisme correspond uniquement au déplacement des éléments 1, 2 et 3 numérotés là-bas. Donc tout ça pour vous dire simplement que si vous êtes tenté de calculer ce qui se passe dans une zone de coin, bien en réalité il est possible qu'un mécanisme comme celui-là fonctionne mieux qu'un mécanisme comme celui-ci. Vous pouvez essayer les deux de nouveau et vous rendre compte que ça a du sens de tenter de minimiser la valeur du mécanisme en travaillant avec une forme comme celle-là. Ok, donc de nouveau on peut proposer un exercice. N'hésitez pas à regarder par exemple une plaque qui serait relativement longue comme ceci, triangulaire, appuyée par exemple sur ces trois coins et avec une charge uniformément répartie, pour vous rendre compte qu'après optimisation, le mécanisme à la ruine est un mécanisme qui correspond en réalité à ce mécanisme-là. J'ai pas beaucoup le temps de développer, vous voyez que c'est juste une toute petite section ici. Pour les plaques orthotropes, je pense qu'on ne va pas vous ennuyer avec les plaques orthotropes cette année, donc je propose de laisser passer cette partie de la matière. Je vous laisse découvrir. Le théorème d'affinité est un théorème exceptionnel, et il vous dit simplement, retenez ceci au minimum, si un jour vous devez l'appliquer, vous savez que vous trouverez dans mes notes un exemple et vous trouverez comment l'appliquer. Il vous dit simplement que si vous avez un jour à calculer une dalle orthotrope en béton, ce qui est souvent le cas, hein. Pourquoi ? Parce que la quantité d'armature qu'on met dans une direction n'est pas nécessairement la même que la quantité d'armature qu'on met dans l'autre direction. Donc on a souvent sauf évidemment quand on parle de treillis d'armature, mais on a souvent des entre-distances différentes ou des tailles de barres différentes dans les deux directions. Dès qu'on commence à faire des planchers sur dalles ou des choses qui sortent un petit peu de l'ordinaire, donc je ne vous parle pas des paillasses, qui sont ces treillis préfabriqués en usine et qu'on utilise par exemple pour faire des dalles de sol. Je parle plutôt ici de dalles de planchers de bâtiments à étage. Puisqu'on a des portées qui sont souvent différents dans les deux directions, on a des armaturages qui sont différents quand c'est un minimum optimisé. Ok, donc on a une plaque qui est orthotrope, et le théorème d'affinité, il est exceptionnel. Il vous dit simplement qu'en modifiant la géométrie de la dalle, en modifiant les charges linéiques dans un certain ratio, en modifiant les moments impliqués dans un certain ratio, en modifiant les charges concentrées dans un certain ratio, et en modifiant les charges uniformément réparties, ou en ne les modifiant pas en réalité celle-là, eh bien vous pouvez remplacer le problème de départ en un problème qui est un problème isotrope équivalent. Isotrope équivalent, qui est un modèle isotrope équivalent au problème orthotrope. Et l'équivalent se base purement et uniquement sur la valeur zeta, qui est le rapport entre les valeurs des moments plastiques dans les deux directions. Donc le paramètre zeta est le rapport entre les moments plastiques y et x. Et bon voilà, ce théorème est magnifique parce qu'il vous permet de calculer des cas qui sont des cas compliqués de plaques orthotropes à l'aide de cas qui sont simples, comme les plaques isotropes qu'on vient d'étudier ensemble. Okay, la démonstration est un petit peu ardue, donc je la passe. Je pense j'ai déjà parlé beaucoup pour le moment. Je vous laisse la lire et voir l'exemple qui va avec si vous êtes intéressé par cette méthode. Voilà, exemple de calcul d'une dalle orthotrope. Donc vous voyez comment ça fonctionne. Si on a une dalle avec des moments plastiques qui sont différents dans les deux directions, je prends l'exemple d'une dalle ici, qui est une dalle appuyée sur trois bords et qui est soumise à une charge concentrée. Ceci, ce n'est pas une colonne, c'est une charge concentrée. Eh bien on transforme simplement cette dalle en une dalle qui est équivalente, et vous voyez que par exemple la dalle la charge on a dû modifier
la valeur de la charge. On a conservé cette direction comme direction de référence, on a modifié la direction transversale, etc. etc., etc. Voilà. Ceci clôture la brève introduction que je voulais vous donner du calcul plastique des plaques de Johansen. Quelques remarques finales. Dans des cas complexes, on a parfois du mal à trouver facilement le mécanisme de ruine qui nous intéresse. Donc je vous ai donné des tips and tricks, donc n'hésitez pas à utiliser les règles, n'hésitez pas à varier les valeurs des formes de ruines, n'hésitez pas à les paramétrer de manière à trouver des valeurs minimales. On peut toujours tenter de faire des choses plus génériques et puis les particulariser en dérivant. Maintenant évidemment il y a des choses aussi qui n'ont pas de sens, hein. On a regardé ensemble l'exercice particulier de la dalle carrée, où on avait choisi un mécanisme qui elle, était chargé symétriquement, mais on a regardé le cas particulier d'un mécanisme qui n'était pas symétrique. Ok, ça évidemment c'est un peu farfelu, ça n'a pas beaucoup de sens. On savait bien que ça ne mènerait à rien du tout. Voilà, après j'ai pas beaucoup d'autres conseils que ceux que je vous ai donnés. N'oubliez pas les particularités au niveau des zones de coin, c'est celles qui vont vous permettre de choisir correctement les formes des mécanismes. Voilà, alors deuxième chose, la méthode de Johansen se base sur l'analyse rigide plastique. Elle ne donne pas d'informations concernant l'amplitude des déformations. D'accord, donc on n'a absolument aucune information concernant l'état de fissuration de la dalle à la ruine. Et donc en fait, si on décide de dimensionner une dalle par la méthode de Johansen, elle risque de présenter des risques de fissuration excessives sous les charges de service. Donc c'est quelque chose qu'on ne doit pas oublier absolument quand on dimensionne les dalles en béton. Mais voilà, ça ce sont des spécificités que vous verrez dans vos cours de calcul de structures formées de béton, des structures en béton, donc les dalles en béton. Monsieur Mihailov va vous rappeler effectivement que si vous voulez faire un dimensionnement ultime plastique, vous pouvez par la méthode des plaques de Johansen, mais que dans ce cas-là, il est préférable de s'assurer aussi qu'aux états limites de service, un calcul de déformation et un calcul d'ouverture de fissure a été réalisé pour s'assurer qu'on ne dépasse pas des états limites de service, des critères aux états limites de service. Voilà, alors je vous propose quelques exercices pour vous entraîner, pour terminer la séance de ce matin. Exercice 8, bien sûr vous pouvez le faire, je vais vous poster les solutions des exercices après. Je pense que je ne vais pas m'enregistrer, mais je vais simplement vous écrire les solutions des exercices au propre. Comme ça, vous pourrez vous tester. Le 10, je propose de le passer parce que c'est un exercice orthotrope. Et sinon, testez-vous avec le 8 et éventuellement le 9. Donc, qu'est-ce qu'on a? On a une charge plastique, la charge ultime d'une plaque circulaire qui est soit encastrée à gauche, soit appuyée à droite. Et elle est soumise à une sollicitation qui est une sollicitation linéique appliquée sur un anneau. Donc il faut s'imaginer une dalle qui est une dalle circulaire comme ceci. Elle est appuyée sur son pourtour. Voilà. Et cette dalle, elle est soumise à une sollicitation. C'est un petit peu académique comme exemple. Elle est soumise à une sollicitation qui est une sollicitation comme ceci. Alors je ne vais pas vous délivrer tout de suite la forme du mécanisme à choisir à la ruine. Ok, je vous laisse réfléchir un petit peu. Prenez en compte évidemment bien sûr que la charge est axisymétrique. La sollicitation est axisymétrique, il devrait donc en être de même du mécanisme, puisque la valeur des moments plastiques vont atteindre leur limite partout en même temps, quelle que soit la valeur de θ, la position radiale. Ok, donc voilà, vous pouvez varier les plaisirs en regardant ça une fois encastré et une fois appuyé. Et puis alors, un autre petit exercice qui concerne donc le calcul des valeurs des charges de ruine. Je vois qu'il y a eu un bug au niveau de l'impression ici. Cette plaque-là, elle est supposée être appuyée. Ce sont des plaques de configuration différentes. Je pense qu'elle est simplement appuyée sur les 4 bords. Enfin, entraînez-vous si vous voulez d'abord avec les autres. Vous voyez qu'on a une plaque carrée ici qui est appuyée simplement sur 4 colonnes. Ce sont des colonnes. Et on a une plaque carrée qui est encastrée d'un côté et de l'autre côté qui est appuyé sur 2 colonnes. Donc là, c'est le préau d'école qu'on vous demande de dimensionner en choisissant un mécanisme de ruine qui convient. Ok, ces exercices-là sont assez sympathiques, ils sont un petit peu différents de ce qu'on a fait ensemble ici au cours, donc je vous invite à les faire si vous voulez découvrir quelque chose de nouveau. Voilà, bon boulot à tous et à bientôt.